avec le chef de l'État sur la coopération entre son pays et le Mali. Quant à la délégation francophone, elle est venue demander l'appui du chef de l'État pour le renforcement du statut de la Commission nationale des droits de l'homme. Compte rendu, Moussa Fani. L'envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le Sahel a été la première personnalité reçue par le président de la République. Au centre des échanges, le développement et la sécurité au Mali. Je porte le bonheur de mon Premier ministre, M. David Cameron, et son bonheur pour l'avenir de Mali après les élections démocratiques et pour l'avenir au Mali. Partout dans le Sahel, il est très important d'avoir la bonne gouvernance, l'assistance de la communauté internationale, surtout l'assistance avec l'entraînement militaire de l'Union européenne et les autres aspects d'assistance internationale. C'est une réunion excellente et je suis très confiant sur l'avenir de Mali et surtout à propos des partenariats avec le Mali. Et j'ai été dans le rôle du envoyé spécial pour le Sahel depuis octobre de 2012. La deuxième audience a concerné la délégation de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme. Avec elle, les échanges ont porté sur les efforts déployés par le président de la République en faveur de la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le remercier pour tous les efforts qu'il a fait pour la promotion et la protection des droits de l'homme, demander son appui en vue du renforcement de notre institution nationale des droits de l'homme, qui est la Commission nationale des droits de l'homme, pour que notre Commission nationale des droits de l'homme puisse être renforcée. Le problème des droits de l'homme est un problème crucial et récurrent. Et donc, ils sont là pour aider l'État, pour aider les citoyens à prendre véritablement en charge ces questions-là. Avec le retour progressif de l'État dans le Nord, avec le retour des réfugiés, des déplacés, et donc la vocation de l'État à prendre en charge l'ensemble des questions de justice liées aux troubles du Nord, forcément la Commission nationale des droits de l'homme est un partenaire privilégié. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale quitte Bamako ce mardi pour Rome, où il prendra part aux travaux de la conférence ministérielle internationale de soutien à la Libye, conférence qui aura lieu le 6 mars. Cette conférence sera l'occasion pour la communauté internationale d'apporter son soutien ferme à une Libye souveraine et unifiée et à son processus d'édification d'un État moderne et efficace. Du 25 au 28 février dernier, le ministre du Logement, Mahamadou Diarra, a participé, lui, à la 5e session de la conférence ministérielle africaine sur le logement et le développement urbain en Djamena. Le thème retenu pour cette édition, étude de cas sur le financement des établissements humains en Afrique, cadre législatif approprié et innovation dans la mise en œuvre. La conférence a pris d'importantes résolutions pour faciliter l'accès à un logement décent pour les catégories à revenus faibles et intermédiaires. Signalons que le ministre du Logement a signé avec ONU Habitat un protocole d'entente portant sur la mise en œuvre de la phase 2 du programme participatif d'amélioration des bidonvilles dans notre pays. Le processus de refondation de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, il en a été question ce matin au Haut Conseil des collectivités. Le président de cette institution a reçu en audience la présidente de la CNDH, accompagnée des experts de la MINUSMA, de l'OIF, de la CEDEAO et du PNUD. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme a tenu à expliquer au président du Haut Conseil des collectivités les difficultés liées au fonctionnement de son institution. Nous l'écoutons au micro de Khadija Sangaré, au micro de Ramata Konaté. Je suis vraiment très satisfaite de l'audience. Nous avons réussi vraiment un accueil très favorable auprès de cette haute institution qui est représentée au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. L'honorable président nous a rassuré vraiment de son soutien pour cette réforme.
Ce processus a pour donc objectif de renforcer notre Commission nationale des droits de l'homme pour qu'elle puisse fonctionner efficacement. Parce que actuellement, la Commission nationale des droits de l'homme est confrontée à des défis que l'État doit remonter rapidement. Il y a des problèmes de fonctionnement, de personnel, d'autonomie, d'indépendance et de loi. Donc il y a vraiment une réforme légale qui va être, un projet de loi qui va être soumis à l'Assemblée nationale pour rendre notre Commission nationale des droits de l'homme opérationnelle. Le chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel a animé cet après-midi une conférence de presse. Pierre Buyoya précise qu'un pas important a été franchi dans le domaine politique à travers l'organisation des élections au Mali. Et par rapport au processus de paix et de réconciliation, Pierre Buyoya a affirmé que le Mali a fait des progrès, mais la situation sécuritaire au nord reste quelque peu préoccupante. Daouda Sidiki Diarra a suivi ce point de presse. Cette conférence de presse visait à faire le point de la situation sécuritaire au Mali et dans les autres pays du Sahel. Elle visait également à juger le processus de paix et de réconciliation entrepris par les autorités maliennes et se faire une idée de la 3e réunion ministérielle du processus de Nouakchott. Pour le chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, notre pays a gagné le défi de l'organisation des élections présidentielles et législatives. La situation politique au Mali a évolué dans le bon sens, en particulier en ce qui concerne la mise en place des institutions démocratiques. Cependant, dans le domaine politique, il reste des choses importantes à faire et c'est particulièrement le processus de réconciliation. Alors, dans le processus de réconciliation aussi, ces derniers jours, vous l'avez suivi, je suis sûr, il y a eu des progrès. Par rapport à la situation sécuritaire au nord de notre pays, le conférencier dira qu'elle reste imprévisible et constitue une source de préoccupation. Ce qu'on constate, c'est un peu la recrudescence de l'insécurité au nord par un certain nombre d'incidents qui nous sont d'ailleurs rapportés par la presse. Des tirs de roquettes, les mines artisanales, l'enlèvement des gens. Probablement, c'est une situation qui n'étonne pas beaucoup. C'est autour de ces problématiques qu'une stratégie de l'Union africaine pour le Sahel et un plan d'action ont été élaborés. La mission de l'Union africaine pour le Sahel, selon son chef, est là pour aider le Mali à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, à savoir la paix, la bonne gouvernance et le développement. Madame Keïta Aminata Meiga, l'épouse du président de la République, est à Kinshasa où elle participe depuis hier à la 2e édition du Forum mondial des femmes francophones aux côtés de la première dame de la République démocratique du Congo. L'ouverture des travaux était présidée par Joseph Kabila, le président de la RDC, et Catherine Samba Panza, première présidente d'un pays francophone, est l'invitée d'honneur du forum qui traite du thème « Les femmes actrices du développement » et la scolarisation des filles, le premier des droits. Nous retrouvons le point avec nos envoyés spéciaux Ndei Sissoko et Dembawan. Le 2e Forum mondial des femmes francophones a permis une forte mobilisation en faveur des droits des femmes, des droits qui ne sont jamais définitivement acquis. Selon les spécialistes, les violences faites aux femmes sont de plus en plus nombreuses malgré les avancées. Assises l'une à côté de l'autre, les premières dames du Mali, Keïta Aminata Meiga, et de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, ont affiché leur détermination à s'engager en faveur des droits des femmes, chacune ayant pour mission et de réconforter les femmes qui ont été victimes des atrocités de la guerre dans l'est de la RDC et de l'occupation terroriste dans le nord du Mali. Mais chacune a conscience que cela ne saurait se faire sans une implication parfaite de toutes les femmes au processus de développement. D'où le thème choisi pour cette édition, Femmes actrices du développement et scolarisation des filles, le premier des droits. Demain, la francophonie sera ce que nous aurons fait de la femme et de la fille, ainsi que de jeunes dans l'espace francophone. Femmes instruites, actives, productives, inventives, bref, celles qui contribuent substantiellement au développement de sa société. Pour la présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza,
première présidente de l'espace francophone, son élection à la tête de son pays est une lueur d'espoir pour toutes les femmes africaines francophones. Oui, une femme de l'espace francophone a été mise aux commandes d'un État. Au-delà de la symbolique, c'est l'espoir de tout un peuple qui est placé dans la femme en tant que mère, source de paix. Mon accession à cette haute fonction est, à n'en pas douter, l'aboutissement de mon engagement constant en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a lui aussi magnifié le rôle de la femme dans la société, la vie politique et dans l'économie. La femme, personnage central de nos familles, est la première dispensatrice des éléments de la langue et des valeurs qu'elle véhicule. C'est elle qui, par ses diverses qualités, forge nos consciences et guide nos intelligences pendant toute notre existence. La question du genre a toujours fait l'objet de nos préoccupations. Chacun de nous doit se convaincre de la nécessité de croire en l'émancipation du genre. Notre obligation à tous est de poursuivre assidûment ce travail de sensibilisation et de conscientisation du rôle et de la contribution de la femme au développement. Les ateliers du Forum mondial des femmes francophones de Kinshasa porteront sur les thèmes femmes et éducation, femmes et pouvoir, femmes, paix et démocratie. Juste après la cérémonie d'ouverture, les deux premières dames sont allées en plénière où il a été question de femmes et éducation, femmes et pouvoir et femmes, paix et démocratie. Et dans l'après-midi, ce sont les ateliers qui ont pris le relais. Les premières dames ont participé à l'atelier femmes et éducation. Les temps forts de la plénière et de l'atelier du Forum mondial des femmes francophones avec nos envoyés spéciaux, Ndeye Sissoko et Dembawan. La question de la scolarisation des filles a été au centre des réflexions axées sur les thèmes femmes et éducation, femmes et pouvoir, femmes, paix et démocratie pendant la plénière du deuxième Forum mondial des femmes francophones. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, et la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, ont assisté au témoignage de plusieurs personnes, en majorité des femmes. Et parmi ces témoignages, le parcours hors du commun de l'actrice congolaise Rachel Mwanza. Âgée de 15 ans, elle est passée de la rue de Kinshasa à la notoriété grâce au film intitulé Rebelle, qui raconte le drame des enfants soldats en Afrique. Sa prestation lui a valu de remporter le prix Ours d'argent de la meilleure actrice au Festival international de Berlin. Aujourd'hui, elle témoigne pour amener les bonnes volontés à aider les enfants de la rue. Pendant 2 heures, les femmes du monde francophone se sont donc concertées sur les actions communes à engager pour la protection et la promotion de leurs droits au sein de l'espace francophone. Elles sont unanimes, il ne peut y avoir de reconnaissance des droits des femmes sans le droit à la connaissance. Les travaux techniques du forum se sont déroulés dans l'après-midi. Les premières dames, Keïta Aminata Maïga et Marie-Olive Lembe Kabila, ont choisi de participer à l'atelier Femmes et éducation. Un film sur les actions de la première dame de la RDC en faveur des femmes de son pays a été projeté. Marie-Olive Lembe Kabila n'a pas hésité à parcourir tout le pays pour aller à la rencontre des populations défavorisées. Son leitmotiv, assurer la scolarisation des enfants en général et des jeunes filles en particulier. La projection du film a été l'occasion pour l'épouse du président de la République de remercier sa sœur du Congo pour ses œuvres en faveur de l'éducation, un sujet qui lui tient énormément à cœur. En effet, Keïta Aminata Maïga ne cessera de le répéter, l'éducation est la base de tout. Les femmes proposent donc de changer désormais de stratégie et traiter le problème de l'éducation à la base, à travers la sensibilisation des parents et en veillant à l'application effective des décisions prises pendant les forums.
Le couple présidentiel congolais a offert un dîner à Madame Keïta Aminata Meiga hier soir. Nouvelle qui nous a été rapportée par nos envoyés spéciaux à Kinshasa. La première réunion du comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le nord du Mali s'est réunie du 2 au 3 mars à Alger. Plusieurs recommandations ont été adoptées. Voyons le communiqué commun de cet atelier avec vous, Nyanya Ali Traoré. Bonsoir Nyanya. Bonsoir Aoui Touré, bonsoir à tous. Le comité bilatéral stratégique algério-malien sur le nord du Mali s'est réuni du 2 au 3 mars 2014 à Alger sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Ramatan Lamnara du côté algérien et du ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, Cheikh Oumar Diarra du côté malien. Le comité tient sa première réunion depuis sa création conformément à une décision prise par son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne et démocratique et populaire, et son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, lors de la visite d'amitié de travail effectuée par le chef d'État malien en Algérie les 18 et 19 janvier 2014. Un communiqué commun donc. Le comité qui traduit la volonté politique des deux chefs d'État de bâtir une relation spéciale basée sur un partenariat stratégique assure le suivi et la mise en œuvre de mesures de nature à contribuer au règlement pacifique des problèmes du Nord dans toutes leurs dimensions et tout en œuvrant à la réunion des conditions de consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans toute la région du Sahel. Au cours de la réunion, les deux parties ont passé en revue les récents développements de la situation au Mali et particulièrement dans les régions du Nord au plan sécuritaire, politique, économique et humanitaire. Elles sont convenues à cet égard de continuer à conjuguer leurs efforts pour créer un front uni contre les menaces à la sécurité des deux pays, notamment le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé. La partie algérienne a réitéré sa satisfaction pour l'évolution positive de la situation au Mali au plan politique et institutionnel. Elle a également fait part de son appui aux réformes engagées par le gouvernement pour consolider la pratique démocratique de l'état de droit. Elle l'a encouragé à intensifier et accélérer le processus de réconciliation nationale en cours et exprimer sa disponibilité à apporter son assistance en la matière. Se référant à la feuille de route de sortie de crise présentée par le gouvernement malien et dans laquelle ce dernier réaffirme son appui aux discussions exploratoires engagées sous l'égide de l'Algérie, les deux parties se sont félicitées du processus de consultation et exploratoire lancé par l'Algérie pour rapprocher les vues des mouvements du Nord dans la perspective de l'ouverture du dialogue intermalien tant attendu. La partie algérienne a informé la partie malienne des résultats des consultations exploratoires engagées sous ses auspices pour réunir les conditions de succès d'un dialogue intermalien inclusif. Cette première étape a été jugée positive et prometteuse. La partie algérienne a également exposé les éléments envisagés pour la prochaine étape. La partie malienne a remercié l'Algérie pour sa sollicitude fraternelle et pour sa contribution multiforme et adaptée aux efforts de règlement de la crise politico-sécuritaire qui a secoué le Mali au cours des 2 dernières années. La partie malienne a demandé à la partie algérienne de poursuivre ses bons offices dans le cadre des consultations exploratoires pour permettre le lancement rapide du dialogue intermalien, un dialogue qui sera de nature à contribuer à la réalisation de la réconciliation nationale en tous les Maliens et à la restauration définitive de la paix et de la stabilité durable du pays.
Les deux parties appellent les partenaires internationaux à apporter soutien et appui à ces efforts de manière à permettre de mener à bien ce processus complexe. Celui-ci doit être inclusif, comme souhaité par les Maliens eux-mêmes et par la communauté internationale, et se dérouler dans la transparence et la bonne foi. Les deux parties sont convenues de maintenir leur concertation sur la situation dans les régions du nord du Mali à l'occasion des réunions des autres mécanismes bilatéraux de concertation prévus prochainement. Les deux parties sont convenues de poursuivre leurs efforts, d'intensifier leur concertation et de renforcer la coordination de leurs actions au sein du comité bilatéral stratégique et de mettre à profit ce mécanisme en tant que cadre idoine d'appropriation de la gestion des problèmes dans cette région et pour organiser l'échange d'expériences et d'assistance en matière de réconciliation nationale. La deuxième réunion du comité se tiendra au cours de la première semaine du mois d'avril prochain. Aoui Touré. Merci Nyanya Aliou Traoré. Nous poursuivons avec le cours de ce journal. Le ministre de l'administration territoriale Moussa Sinko Koulibaly a présidé au sein de son département une session de projet d'appui au processus électoral du Mali en présence des partenaires techniques et financiers, la société civile, la DGE, la CENI. Il s'agissait de faire le bilan des élections présidentielles et législatives qui ont été une réussite pour notre pays. Compte rendu Mahamadou Doumbia. Les élections présidentielles et législatives ont été une réussite au Mali. Réunir les partenaires techniques et financiers, la société civile, les représentants de la DGE, la CENI, pour faire le bilan de l'appui inestimable apporté par le projet d'appui au processus électoral du Mali, tel était le but de cette rencontre présidée par le ministre de l'administration territoriale. Les élections ont été organisées de manière très réussie. Je pense que les nombreuses missions d'observation électorale, y compris celles de l'Union européenne, ont salué ce processus. Je pense que le rapport ici évoque effectivement des leçons tirées de ce processus qui, j'espère, pourront effectivement être améliorées encore plus la tenue des élections communales prévues pour le mois d'octobre. Au regard des comptes rendus faits par le directeur général de l'administration territoriale, les représentants de la DGE, la CENI, en dépit du taux élevé de bulletins nuls relevés lors du premier tour de l'élection présidentielle, corrigés lors du second tour, des acquis demeurent. Il y a beaucoup d'acquis. Déjà, il y a l'existence d'un fichier biométrique, aussi la disponibilité des cartes NINA, qui sont des cartes très fiables, très sécurisées. Mais bien évidemment, nous allons continuer à travailler, à améliorer. Un des défis, c'est comment faire en sorte que le fichier qui est issu du dernier recensement RAVEC puisse être mis à jour. Confiant suite aux acquis et au bon déroulement des élections présidentielles et législatives, les partenaires techniques et financiers acceptent d'accompagner notre pays pour les prochaines élections communales prévues en octobre 2014. Faire le bilan des activités 2013 et élaborer le programme d'activité 2014, tel est l'objectif visé par la réunion annuelle de la Direction nationale des eaux et forêts. Ouverte ce matin au centre forestier de Tabakoro, la réunion regroupe pour 3 jours les directeurs centraux, les directeurs régionaux des eaux et forêts et leurs partenaires. Nando Dambélé, compte rendu. Il est de tradition pour la Direction nationale des eaux et forêts de rencontrer ses partenaires tous les ans pour développer le partenariat public-privé en vue d'une gestion durable des ressources forestières et fauniques. C'est dans ce cadre que se tient cette dernière réunion annuelle, regroupant les directeurs centraux, les directeurs régionaux et les partenaires des services des eaux et forêts. Elle a pour objectif de faire la rétrospective de l'année 2013 et d'élaborer le programme 2014. Au cours de cette année 2013, entre autres, les activités suivantes ont été réalisées. L'élaboration de 2 projets de loi et de 4 projets de décret, la révision de la stratégie nationale et le plan d'action en matière de diversité biologique, l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion des forêts classées de Niamina et de Wani, l'élaboration des 48 plans d'aménagement et de gestion des massifs villageois. La liste est longue. Le partenariat public-privé occupe une place de choix dans la gestion durable des ressources forestières et fauniques. Signature de la convention de AID-SA pour la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion des complexes de Bougouni en Foula et l'aménagement des terres de culture adjacentes au complexe concrétise davantage
la volonté politique du gouvernement du Mali de faire du partenariat public-privé une option de développement économique et social en général et de gestion durable des ressources forestières et fauniques en particulier. Rappelons que l'amélioration du contrôle forestier a permis la génération du chiffre record de 1,72 378 000 francs CFA au titre de l'exercice 2013, soit un taux de progression de 24,5% par rapport à l'année précédente. Les mesures de déguerpissement prises par le gouvernement concernant les voies publiques suivent leur cours. Un tour du côté du Dabanani et du Raïda ainsi que vers les halles de Bamako a permis à notre équipe de reportage de faire le constat. Pour certaines personnes, les mesures sont bien accueillies. D'autres, par contre, estiment que c'est une injustice sociale puisque les voies constituent pour eux leur gagne-pain quotidien. Les avis sont partagés sur la question. Nyanya Aliou Traoré est allé voir. Depuis lundi, le gouvernement est passé à l'acte concernant la libération des voies publiques. Le ministère du Commerce et de la mairie du district de Bamako ont pris les taureaux par les cornes. Un dispositif important a été mis en place. Tenez par exemple, au niveau du Dabanani et du Raïda, les forces de l'ordre sont postées tout au long de la route. Une mesure saluée par certains citoyens. Je suis contre, je ne suis pas contre. Parce que nous faisons partie de la population. C'est là où nous recevons nos gains, généralement. Mais seulement avec beaucoup de, disons, avec beaucoup de souplesse. Là, vraiment, je crois que je suis partant. C'est un bon travail que de dégager cet espace. Les agents ne pouvaient plus circuler ici. Il y avait un véritable désordre, souvent même avec le tam-tam. Ça nous a désengorgé la circulation. On n'a même pas de place pour passer. C'est une bonne chose, je veux que ça continue. D'autres, par contre, estiment que la mesure n'est pas équitable. Car, disent-ils, c'est sur ces voies qu'ils gagnent leur pain quotidien. La mesure de déguerpissement ne nous arrange pas du tout. Depuis hier, on n'arrive plus à gagner notre quotidien. On demande à avoir une nouvelle place pour nous installer. Sinon, on risque de revenir occuper nos anciennes places. Depuis le temps de l'ancien président Modibo Keïta, on occupait cette place. Certes, la ville est devenue plus peuplée, la circulation plus dense, mais il nous faut gagner notre vie. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas installés sur la route, on occupe plutôt les trottoirs. Je fais partie de la commission Anno-Soutrama. Nous avons sensibilisé les commerçants, c'est pourquoi le travail a été fait sans grande difficulté. Et nous allons rester sur cette lancée, car la route n'est pas un marché. Elle est réservée pour les véhicules. Je ne sais que dire. J'attends tout simplement la suite. La mesure du déguerpissement suit en tout cas son cours. Reste à savoir maintenant ce qui adviendra dans les jours à venir. Depuis le 24 février dernier, la rentrée des formations militaires est effective dans une dizaine de centres d'instruction. Cette action salvatrice des autorités a été bien appréciée par les soldats. Dans le cadre des réformes des forces armées, les autorités militaires ont décidé de former plus de 10 000 militaires issus de tous les corps. Et ces futurs gradés sous-officiers et stagiaires effectueront leur formation en 2 vagues. Les cours se déroulent normalement au passage de notre équipe. Daouda Sidiki Diarra. Tout au long de leur parcours professionnel dans l'armée, les militaires ont accès à des formations continues qu'ils doivent suivre et réussir. Depuis l'année 2008, nos hommes n'ont pas eu accès aux différentes formations. Pourtant, capitales pour leur vie de soldats et après leur service sous le drapeau. Ce n'est que partie remise, les autorités actuelles ont décidé de former 10 000 militaires en 2 vagues. À travers cette instruction, alors, nous serons vraiment des sous-officiers bien confirmés pour au moins l'adaptation des différentes missions qui vont nous conseiller. Nous sommes tous contents de la réouverture des formations classiques. La reprise qui nous a mise en œuvre, on est très content, car ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de formation. Très très longtemps même. Si on peut imaginer qu'il y a de classe 92 jusqu'à présent soldats,
Plus d'une dizaine de centres d'instruction ont ouvert leurs portes aux militaires du rang et sous-officiers de tous les corps, et cela depuis le 24 février dernier, ce qui a créé un engouement chez ces élèves caporaux, sous-officiers et ces stagiaires. Ça nous permet de gravir un autre échelon. L'indice, par exemple, ça peut nous apporter jusqu'à l'échelle 4. L'échelle 4, vraiment, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de fruits. Ça va nous permettre d'être à l'échelle 3 et ça ne fera qu'augmenter la somme. Cette formation, d'ailleurs, ça nous perfectionne. Ça nous permet de connaître beaucoup de choses sur l'artillerie. Nous serons reclassés à l'échelle de sol numéro 3. En plus de l'amélioration des conditions de vie de ces militaires, ces formations permettent une homologation des qualifications suivant la nature du domaine. Cette formation, c'est pour former des sous-officiers capables de mettre en place un tir d'artillerie, comprendre l'emploi et la mise en œuvre d'une unité d'artillerie, maintenir le système d'armes en dotation et leur technique d'exploitation. Ensuite, assurer le rôle de chef de section. Le brevet d'armes numéro 2 permet à l'élève de franchir, de gravir l'échelon supérieur. L'entraînement et la vie en communauté vont amener nos soldats à développer des valeurs que l'institution militaire met en avant, telles que l'honneur, le respect d'autrui, de la patrie et le courage. Pour ce faire, les futurs caporaux et sergents réalisent leur formation dans différents centres, et cela pendant 6 mois, chez les spécialistes, notamment l'artillerie, l'arme blindée de la cavalerie, la santé et les transmissions. Les 3 premiers mois sont dédiés au tronc commun, c'est-à-dire les matières de l'infanterie. Pendant les 3 autres mois, ces militaires se consacrent à leur spécialité. Quant au brevet d'armes numéro 1 et numéro 2, les stagiaires reçoivent des cours tactiques et techniques liés à leurs armes. Ces brevets d'armes durent 3 mois. La boucle des formations sera bouclée par la rentrée prochaine de la 2e vague fixée à 6 mois plus tard. Restons dans le domaine pour signaler que dans le cadre de son soutien à l'armée malienne, l'ETM, chargé de la formation des militaires, se transporte à Bafo pour former des militaires du génie au franchissement. Cette action des Amis du Mali s'inscrit dans le cadre de la réforme de nos forces armées et de sécurité. Le colonel-major Nana Tchemoko Traoré, directeur du génie militaire, a fait le voyage de Bafo, Sibiri Konaté, avec la voix de Fousseini Samake. En transport à Bafo, l'ETM s'engage à former 48 militaires du génie aux techniques de franchissement et cela pendant 3 mois. Nous sommes faire la formation ici dans la 26e bataillon du génie. C'est la condition qui reste ici à Bafo avec le fleuve qui est chaque année en bon niveau. Et ici, le lieu, c'est parfaitement pour faire la formation de combat, de franchissement. Après, le franchissement est possible pour traverser toutes les troupes de Mali ou de MINUSMA au bord du fleuve. Les responsables militaires apprécient cette formation qui appuie le processus de renforcement des capacités opérationnelles du génie dans la maîtrise de l'espace fluvial, un véritable enjeu pour le succès des opérations militaires. Quand il y a une coupure pendant la progression des troupes amies, là c'est avec ces engins de franchissement que la continuité de la progression est assurée, parce que ça permet de franchir l'obstacle que représente cette coupure humide-là. Il s'agit en atmosphère de combat. Quels sont les comportements idoines à prendre pour transporter des engins de combat en atmosphère difficile? La cérémonie d'ouverture a pris fin par la visite des engins préposés pour les différents exercices de cette formation. Autre chose dans la région de Ségou, 345 millions de francs CFA, c'est le coût total de la réalisation d'un projet dénommé Help Assistante allemande lancé à Ségou. Financé par les ministères allemands des Affaires étrangères, le projet vise l'amélioration de la situation socio-économique des personnes déplacées de Ségou. Nous retrouvons Fousseini Samake. Ce projet Help Assistance allemande lancé à Ségou est financé par le ministère allemand des Affaires étrangères pour un coût total de 328 millions de francs CFA. Il a une durée de 12 mois et vise l'appui des personnes déplacées internes de la région de Ségou pour leur intégration économique. Cet accompagnement passe non seulement par l'accès au financement des micro-projets, mais aussi et surtout le retour volontaire des déplacés dans leurs régions respectives. Le premier axe, c'est d'abord le retour volontaire pour les personnes qui souhaitent retourner dans
leur région d'origine. Le deuxième axe, c'est l'accès à un financement de bourses scolaires pour leurs enfants. Le troisième axe, c'est le volet de l'intégration économique. Nous comptons appuyer les déplacés internes et même les communautés hautes. Les bénéficiaires et responsables de Ségou ont apprécié cette initiative à sa juste valeur. Comme vous le constatez, ce projet s'inscrit parfaitement en droite ligne des préoccupations majeures des autorités du Mali. J'invite par conséquent chacun, en ce qui le concerne, de s'impliquer activement pour sa mise en œuvre, pour l'atteinte des résultats et des objectifs. L'antenne de Ségou est la première au Mali de Help Assistance allemande, une ONG créée en 1981 et active dans le domaine de l'humanitaire et l'aide au développement à travers le monde. Pour promouvoir le développement agricole en Afrique, les gouvernants doivent mettre les ressources nécessaires à la disposition des chambres d'agriculture. C'est pour une meilleure sensibilisation des dirigeants africains que les présidents des chambres d'agriculture africaines ont rencontré en marge du Salon international de l'agriculture leur homologue de Paris. Ensemble, ils ont dégagé des pistes pour donner une nouvelle impulsion à la coopération Nord-Sud dans le domaine de l'agriculture. Envoyé spécial à Paris, Mohamed Diarra, Aboubakar Traoré. Président des chambres d'agriculture de 6 pays africains se rendent à Loir-et-Cher pour rencontrer le président de la chambre d'agriculture de Paris. Loir-et-Cher est situé à 180 km au sud-ouest de Paris. Ce partenariat, je souhaite qu'il prenne un essor plus important. Mais notre objectif, c'est de répondre aux préoccupations de nos collègues africains francophones. Chaque président a fait la situation agricole de son pays. Des différents exposés, il est ressorti que le Mali est en avance par rapport à d'autres pays de la sous-région. Le travail que nous avons démarré ce matin nous a permis de nous ressourcer, de savoir ce qui s'est fait au niveau de chaque chambre d'agriculture. Et c'est d'ailleurs même un carrefour du donner et du recevoir. Aujourd'hui, en Afrique d'une façon générale, le secteur agricole souffre d'absence de législation qui constitue une entrave à l'essor du secteur. La Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher a un budget de fonctionnement de près de 4 milliards de francs CFA, contre seulement 130 millions pour le Mali. Le gouvernement de France a adopté des lois qui assurent le financement de la Chambre d'agriculture de Paris. Il est bien que nous et vous, qu'on sensibilise notre gouvernement, aller à travers les producteurs, voter des lois pour assurer l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le problème du financement, il est plus difficile. Il peut y avoir effectivement l'appui de la France avec la coopération, mais je crois que si les pays concernés souhaitent un développement agricole, bien entendu, j'incite moi les gouvernements à mettre les moyens auprès des chambres d'agriculture pour permettre ce développement agricole sur le terrain. Les producteurs d'Afrique s'engagent donc à mutualiser leurs efforts pour le développement agricole du continent. Les responsables de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, sont à Bamako. Ils ont offert un déjeuner à l'hôtel Radisson Blu à l'intention des investisseurs et des journalistes. Il s'agissait de s'enquérir des préoccupations des premiers et solliciter les seconds pour relayer l'information utile émanant de l'institution vers le grand public. Nando Dambélé a participé à ce déjeuner. Par ce déjeuner, les responsables de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO ont voulu joindre l'utile à l'agréable. L'objet de ce déjeuner, c'était pour assurer la promotion d'une opération de levée de fonds par appel public à l'épargne, c'est-à-dire emprunt obligataire, que la BIDC voulait émettre sur le marché régional de l'UEMOA. En clair, il s'agit d'une part d'échanger de vive voix avec les investisseurs et s'enquérir de leurs préoccupations et d'autre part solliciter les médias publics notamment pour relayer l'information utile vers le grand public. L'opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du média planning de l'institution. Créée en janvier 2007, la BIDC intervient principalement dans les infrastructures et équipements, le développement et l'environnement, le secteur social, les industries et les services, pour un emprunt obligatoire par rappel public à l'épargne de 40 milliards de nos francs. Pour l'instant, elle a 8 projets à financer pour 45,7 milliards de francs CFA, dont 3 au Mali.
Pour le cas spécifique du Mali, vous l'aurez remarqué, comme le Mali vient quand même de sortir d'une situation de crise, donc c'est bon, nous sommes bien dans notre rôle de vouloir accompagner un pays comme le Mali qui vient de sortir d'une situation de crise. La durée de l'opération est de 7 ans, allant de 2014 à 2021, pour une valeur obligataire de 10 000 francs CFA et un taux d'intérêt de 6,5% par an. L'Institut national de la recherche en santé publique reçoit un don de produits pharmaceutiques. Le geste d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA est le fait d'une personne de bonne volonté, nous dit Adama Koulibaly. La protection en matière de santé publique dans notre pays a été beaucoup affectée par la crise. Dans beaucoup de localités, les populations souffrent de manque de soins au niveau des centres de santé. La solidarité est une culture de chez nous. Voilà une personne de bonne volonté qui vient en appui à l'Institut national de recherche en santé publique avec des produits pharmaceutiques d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA. Je suis promotrice d'une clinique médicale. Pour les activités de ma clinique, j'ai fait des commandes de consommables de laboratoire qui couvrent largement mes besoins. Alors j'ai pensé à venir en aide à l'INRSP qui, je sais, a connu quelques difficultés d'approvisionnement de ce type de matériel au cours des 2 dernières années, probablement à cause de la crise que notre pays a connue. Un geste bien apprécié par les responsables de l'Institut. Devant le patriotisme, je voudrais remercier Mme Tal pour le don. Mais plus que le don, c'est la noblesse du geste que je salue. S'il y a d'autres compatriotes qui pensent venir en aide à l'INRSP pour assurer ses missions de service public, d'assurer la garantie des analyses qui se passent dans les autres laboratoires, aussi bien privés que publics. Parce que ces 2 dernières années, les partenaires sont partis. L'Association pour la promotion et l'insertion sociale de l'enfant albinos a procédé à la remise de plus de 700 verres solaires, des habits et divers produits aux enfants albinos du Mali. La cérémonie s'est déroulée au siège de la dite association en présence de notre reporter Inaba. Ces dons composés de 700 lunettes antisolaires, des habits en coton et des crèmes pour la peau viennent atténuer les problèmes ophtalmologiques et dermatologiques des enfants albinos. Victimes d'anomalies, ces noirs à la peau blanche sont souvent confrontés à des maladies telles que le cancer de la peau. Ces verres vont vraiment les aider à lutter contre les rayons solaires, les habits aussi, parce que ces habits-là sont en cotonnade. C'est ce qui est vraiment conseillé pour leur peau fragile. Et puis les crèmes solaires aussi, ça atténue beaucoup l'effet des rayons solaires sur leur peau. Je lance un appel à tous les Maliens, à tous les bonnes volontés d'aider ces enfants-là. Selon le représentant du ministre en charge des affaires religieuses et du culte, l'État a pris certaines mesures afin que les albinos ne soient plus victimes de discrimination dans la vie courante. Mon ministre est un albinos. Et il ne s'en cache pas du tout et il s'en glorifie. La gestion des albinos est une des plus coûteuses en charge pour nos familles. Nous avons dit qu'il est important qu'on rentre dans le cadre de l'agenda gouvernemental, qu'on prenne en charge tous ces problèmes-là. Effectivement, les familles des albinos, comme toute autre famille, ont des difficultés dans la gestion de la scolarité des enfants. Parce qu'en plus de la vue, il y a la proximité qui fait problème, il y a la mobilité qui pose problème. Bon, pour tout ça, aujourd'hui, eh bien, on est en train de jouer au décomplexe de la